3200 kilomètres de fil dans une immensité sauvage, en 3 mois et demi, sans un seul mètre de voie ferrée, sans téléphone, sans radio, et presque sans personne sur ces terres. Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi l'on vous parle en détail à l'école du chemin de fer transcontinental, mais presque jamais de ce qui s'est passé 8 ans plus tôt sur ce même tracé? D'un chantier qui a avancé plus vite, coûté moins cher et traversé des terres bien plus désertes, et dont il ne reste aujourd'hui pratiquement aucun élément d'origine sur place. J'ai passé des semaines à décortiquer cette histoire, et voici ce que je vais vous dire d'emblée, pour ne pas vous faire perdre votre temps avec de vaines promesses. Il n'y a là aucun mysticisme, aucun réseau énergétique antique. Il y a ici quelque chose de bien plus embarrassant pour la version officielle. L'arithmétique. La simple arithmétique des transports, des hommes et du temps, qui devient inquiétante lorsqu'on la pousse jusqu'au bout. Commençons par le point où tout converge. Le 24 octobre 1861, Salt Lake City. 2 équipes qui avançaient l'une vers l'autre, depuis les 2 extrémités du continent, raccordent les fils. L'une était partie de l'est, de Fort Kearny et d'Omaha. L'autre de l'ouest, de Carson City. Entre elles s'étendaient environ 2000 miles, soit près de 3200 kilomètres. Les travaux ont commencé en juillet de la même année. Faites le compte vous-même. Juillet, août, septembre, octobre. 3 mois et demi. Une seule saison de travaux, et la ligne est entrée en service. Et 2 jours plus tard, le 26 octobre, le Pony Express a cessé ses activités. Ce service de messagerie, qui acheminait le courrier entre les 2 côtes en une dizaine de jours, et était considéré comme un miracle de rapidité pour son époque. La technologie ne l'a pas simplement dépassé, elle l'a rayé de la carte en 48 heures. Les hommes, les chevaux, les stations, tout ce romantisme du Far West auquel seront consacrés des centaines de films se sont retrouvés bons pour la casse dès la semaine suivant le raccordement du fil. À présent, je veux que vous regardiez très attentivement la carte de 1861. Non pas celle que l'on reproduit dans les ouvrages grand public, mais la situation réelle. À ce moment-là, l'extrémité occidentale des chemins de fer se situait sur le Missouri, la région de Saint-Joseph et d'Omaha. Et c'était tout. Plus à l'ouest, jusqu'en Californie, il n'existait pas de rail, pas un seul kilomètre. Le chemin de fer transcontinental ne sera achevé que le 10 mai 1869, à Promontory, dans l'Utah. Comprenez-vous ce que cela signifie? La ligne télégraphique a fonctionné pendant 8 ans sur un tracé dépourvu de chemin de fer. 8 ans. Autrement dit, tout ce qui était nécessaire à ce chantier y était acheminé par chariot, à l'aide de bœufs, sur des chemins de terre, à gué, par les cols. La voie fluviale ne permet pas davantage de s'en sortir. Le Missouri est navigable, certes, et l'équipe de l'Est l'a effectivement utilisé comme base de ravitaillement. Mais plus à l'ouest, à travers le Wyoming, l'Utah et le Nevada, il n'existe tout simplement pas de rivière navigable. La Platte, que suit une grande partie du tracé, est impropre à une navigation sérieuse. Elle est large, peu profonde et capricieuse. On ne peut pas y acheminer des marchandises. Et c'est ici que surgit le premier véritable problème, dont presque personne ne parle ouvertement. Le matériau des lignes télégraphiques, c'est le bois. Du cèdre, du pin, plus rarement du chêne. Des poteaux de 6 à 7 mètres et demi de long, d'un diamètre en tête de 12 à 20 centimètres. Une structure des plus simples. Un trou, un poteau, une console en bois, un isolateur en verre ou en céramique, un unique fil de fer galvanisé. Aucune mécanique complexe. Une technologie délibérément primitive. Alors, où est le problème? Il n'y a pas d'arbres le long du tracé. Le tronçon qui s'étend de la vallée de la Platte à travers le Wyoming et le Grand Bassin est une zone pratiquement dépourvue de forêt. Armoises, sable, sel, roches,
un endroit où il n'y a rien à abattre. L'histoire académique le reconnaît elle aussi. Il n'y a aucune controverse à ce sujet. Il fallait se procurer le bois dans les massifs de Laramie, Wasatch et de la Sierra Nevada, et l'acheminer en partie depuis la base de ravitaillement orientale. Essayons d'en estimer les volumes. Il s'agit d'une évaluation chiffrée et non d'un document d'archives, et je le précise honnêtement. La norme de l'époque était d'environ 20 à 25 poteaux par mile sur les tronçons rectilignes. Prenons-en 20. 2000 miles. On obtient environ 40 000 poteaux pour l'ensemble de la ligne. Combien pèse un poteau? Un pain sec de 6 mètres et demi de long et d'un tel diamètre pèse environ 110 à 180 kg. Du bois vert, tout juste abattu, pèse sensiblement davantage, jusqu'à 250 ou 300 kg. Prenons une valeur moyenne de 150 kg. 40 000 poteaux, soit environ 6 000 tonnes de bois qu'il fallait abattre, façonner, charger, transporter et planter dans le sol en une seule saison. À cela s'ajoute le fil. Un seul fil de fer sur 2000 miles, avec la masse linéaire typique de cette époque, représente, selon les estimations, entre 500 et 900 tonnes de métal. Je ne peux pas confirmer le calibre exact du fil utilisé précisément sur cette ligne. Il s'agit donc d'une fourchette, non d'un fait établi. Mais l'ordre de grandeur est clair. Passons maintenant au transport. Au XIXe siècle, un lourd chariot de fret tiré par des bœufs emportait environ 2 à 3 tonnes. L'étape quotidienne était de 15 à 25 kilomètres. Pas par heure, par jour. 6 000 tonnes de bois, avec une telle capacité de charge, représentent environ 2 à 3 000 trajets de chariot, si tous les matériaux avaient été transportés depuis un seul point. Et c'est ici que je dois faire ce que l'on ne fait presque jamais dans les vidéos consacrées à ce sujet. Je dois reconnaître que la version officielle est physiquement réalisable. Car ce n'est pas ainsi que les choses ont été faites. L'exploitation du bois s'effectuait par tronçons, depuis les massifs les plus proches et accessibles. La distance d'acheminement se comptait en dizaines, parfois en centaines de kilomètres, mais non en milliers. Avec 2 équipes avançant l'une vers l'autre, une centaine de jours de travail et une cadence de 15 à 25 km de ligne par jour et par équipe, la tâche pouvait être accomplie par quelques centaines d'hommes, avec des centaines de chariots et d'attelages. Aucune lévitation, aucune technologie de levage perdue. Un poteau télégraphique se dresse à la main par 4 à 6 hommes, ou à l'aide d'un seul attelage de chevaux. C'est là une différence fondamentale avec les gigantesques blocs de pierre. Cet ouvrage n'a pas besoin de grue. Je le dis sans détour, car si le scénario affirme une impossibilité physique, n'importe quel écolier muni d'une calculatrice le réduira en pièces. Et tout le reste, ce qui compte réellement, finira à la poubelle avec lui. Mais c'est précisément ici, une fois la fausse énigme écartée, que la véritable apparaît au grand jour. Et elle est bien pire. Car la physique est la partie la plus simple du problème. N'importe qui peut dresser un poteau. En revanche, coordonner tout le reste en 1861, personne, au regard de notre représentation de cette époque, n'en était tout simplement capable. Imaginez le problème auquel étaient confrontés les organisateurs de ce chantier. Non pas un problème physique, un problème de gestion. Vous devez faire en sorte que 2 équipes, séparées par 3000 km de pistes impraticables, avancent l'une vers l'autre à une vitesse à peu près identique et se rencontrent en un point fixé à l'avance, pas approximativement, dans une ville précise. Comment communiquerez-vous avec elles? Il n'y a pas de téléphone, pas de radio, pas non plus de télégraphe entre elles, puisqu'elles sont précisément en train de le construire. Le seul moyen de transmettre un message d'une extrémité des travaux à l'autre est d'envoyer un cavalier à travers le désert, et il lui faudra plusieurs semaines pour y parvenir. Le Pony Express, le service le plus rapide du continent,
mettait environ 10 jours pour relier les deux côtes, dans des conditions idéales et grâce à un réseau de relais. Autrement dit, toute modification du plan parvenait à la seconde équipe avec un retard d'1 ou 2 semaines. Pendant ce temps, chaque équipe pouvait avancer de 200 à 300 km. Il est impossible de gérer cela en temps réel. Cela signifie que tout devait être calculé à l'avance, avant le début des travaux, sur le papier. Et maintenant, dites-moi, à quel endroit de notre représentation de l'année 1861 se situe un tel niveau de planification? Nous sommes habitués à une autre image. Des cow-boys, des saloons, des revolvers, des diligences, des aventuriers munis de pelles. Une époque où tout se fait à vue de nez et au petit bonheur. Or ici, nous voyons un projet dans lequel quelqu'un a calculé à l'avance la cadence de progression de deux équipes indépendantes, les points d'exploitation du bois le long du tracé, les volumes à acheminer, le calendrier des livraisons de fils depuis les usines de l'Est, l'approvisionnement en vivres, les points d'abreuvement des bœufs dans les régions arides et les accords conclus avec les tribus locales sur toute la longueur du corridor. Et il a raccordé les deux lignes presque jour pour jour. Qu'une équipe prenne 1 mois de retard et l'autre dépasse largement le point de rencontre, déroulant des centaines de kilomètres de fil en trop, un fil qui viendra tout simplement à manquer. Qu'on se trompe sur le bois dans un secteur, et l'équipe se retrouve immobilisée au milieu du désert, sans un seul poteau à des centaines de kilomètres à la ronde. Qu'on se trompe sur l'eau, et les bêtes de trait périssent, emportant avec elles toute la logistique de ce tronçon. Rien de tout cela ne s'est produit. Examinons maintenant honnêtement de qui se composait ce chantier. Il existe des chiffres à ce sujet et ils sont officiels. Il s'agit du recensement des États-Unis d'Amérique de 1860. Pas d'une source alternative, d'un document d'État. Territoire du Nebraska. Environ 28 800 habitants. Territoire de l'Utah. Environ 40 300 habitants. Le territoire du Nevada n'était pas encore distingué séparément dans ce recensement. Il faisait partie de l'Utah, et la population de la région de Carson City se comptait en quelques milliers d'habitants. La Californie, à l'autre extrémité du tracé, environ 380 000 habitants. À présent, rapportez ces chiffres à la superficie. Le Nebraska, le Wyoming, l'Utah et le Nevada forment ensemble un espace comparable à un grand pays européen, multiplié plusieurs fois. Et sur la majeure partie de la longueur du corridor de construction, la densité de population était inférieure à 1 habitant par mile carré. Moins d'1 habitant par mile carré. Ce n'est pas l'estimation d'un passionné, c'est ce qui est inscrit dans le recensement officiel. Et cela signifie une chose simple. Il n'y avait pas de main-d'œuvre sur place. Il n'y avait physiquement nulle part où la trouver. Chaque homme, chaque bœuf, chaque chariot, chaque kilogramme de fil et chaque sac de farine devaient venir de l'extérieur. Et ici, je veux immédiatement écarter une fausse piste dans laquelle beaucoup tombent. On dit souvent « Regardez, pour construire cela, il aurait fallu des artisans hautement qualifiés, et il n'y en avait pas. » Avec le télégraphe, cet argument ne tient pas. Creuser des trous et planter des poteaux est à la portée de tout ouvrier physiquement apte. Nul besoin d'être un tailleur de pierre de niveau 80 pour enfoncer une perche de pin dans le sol. Sur ce point, la version officielle répond de manière satisfaisante, et je ne vais pas la tirer par les cheveux. Le véritable déficit de qualification se situe tout à fait ailleurs, et il est bien plus intéressant. Regardez. 3200 km de fil tendus en une seule saison. Ce n'est que du fer sur des bâtons. En soi, cela ne représente rien. C'est une structure absolument inutile. Le fil ne commence à fonctionner qu'au moment où, à ses deux extrémités et à tous les points intermédiaires, se trouvent des personnes capables de recevoir le code à l'oreille. Pas avec les yeux sur une bande, à l'oreille. En déchiffrant le cliquetis du relais
en distinguant les points et les traits dans le flux, en tenant un registre de réception, en tapant une réponse, en entretenant les batteries, en sachant localiser une rupture sur la ligne et distinguer une panne de l'appareil d'une panne du fil. C'est un métier, un véritable métier technique, avec son propre cycle de formation. Et en 1861, il n'existait que depuis à peine 17 ans. La première ligne Morse entre Washington et Baltimore, longue d'environ 60 km, n'est entrée en service qu'en 1844. 17 ans. C'est moins que la durée d'une carrière professionnelle. Et en l'espace de ces 17 années, dans un pays où, le long du tracé, vivait moins d'une personne par mile carré, des centaines d'opérateurs formés sont apparus je ne sais d'où, répartis entre les stations tout au long du continent. Sans compter les monteurs connaissant les normes d'installation, sans compter les équipes de réparation, sans compter les personnes capables d'entretenir les batteries et les relais dans des conditions où l'atelier le plus proche se trouvait à 1 semaine de voyage. Où ont-ils été formés? Selon quel programme? Qui a financé leur formation? Et surtout, comment cette main-d'œuvre qualifiée s'est-elle retrouvée prête exactement au moment où le fil est arrivé sur place? Réfléchissez-y un instant. On peut accélérer un chantier avec de l'argent. On peut faire venir des hommes, acheter des bœufs, payer 3 fois plus pour l'urgence. Mais on ne peut pas apprendre à quelqu'un à recevoir le morse à l'oreille en 1 semaine, quel que soit l'argent engagé. Il faut des mois de pratique. La formation des opérateurs devait donc se dérouler parallèlement au chantier, ou plus exactement, le précéder. Quelqu'un formait du personnel pour une ligne qui n'existait pas encore. Et c'est la question la plus sous-estimée de tout le sujet. Tout le monde débat des poteaux. Presque personne ne débat des opérateurs. Alors que c'est précisément ici qu'il subsiste une trace vérifiable. Les manuels de télégraphie du XIXe siècle, les revues spécialisées, les tableaux d'effectifs des compagnies. Tout cela existe. Tout cela peut être consulté. Et le tableau qui se dégage de ces documents explique beaucoup de choses, tout en soulevant des questions auxquelles nous reviendrons, car elles nous entraînent bien au-delà du désert américain. Mais pour l'instant, gardez à l'esprit un autre élément de cette année-là. Avril 1861. 3 mois avant le début des travaux, la guerre de sécession éclate aux États-Unis. Et soudain, toute cette précipitation inhumaine cesse de paraître fortuite. Alignez les dates et vous verrez le mécanisme. Juin 1860. Le Congrès des États-Unis adopte le Pacific Telegraph Act, une loi accordant des subventions à la ligne transcontinentale. L'État couvre de ses propres fonds le risque de l'investisseur privé. Il n'accorde pas une autorisation. Il ne bénit pas une initiative. Il paie. Avril 1861. La guerre de sécession commence. Juillet 1861. Les travaux débutent aux 2 extrémités, les équipes avançant l'une vers l'autre. 1 an s'est écoulé entre l'adoption de la loi et le début des travaux. Mais seulement 3 mois entre le début de la guerre et celui des travaux. Et cela change toute notre compréhension de ce qui se passe. Car la Californie, à ce moment-là, n'est pas simplement un État lointain. C'est de l'or. La ruée vers l'or de 1848 et des années suivantes a créé sur la côte ouest un marché solvable et, plus important encore, une source de métal dont toute partie belligérante a besoin. Or, cette côte est physiquement coupée de celle de l'Est. Les communications entre les deux se comptent en jours et en semaines. 10 jours dans le meilleur des cas. 10 jours, c'est le temps nécessaire pour perdre un État. En 10 jours, des décisions sont prises, des réunions sont organisées, des journaux sont publiés, des opinions se forment. Si vous ne pouvez pas communiquer avec la Californie en moins de 10 jours, vous ne la gouvernez pas. Vous ne faites que recevoir des nouvelles de ce qui s'y est déjà produit. Voilà d'où vient cette vitesse. Non d'un miracle, de la peur.
Et maintenant, je vais énoncer une hypothèse. Je la présente précisément comme une hypothèse, et non comme un fait établi. Car l'honnêteté importe ici davantage que l'effet produit. La première ligne télégraphique transcontinentale n'a pas été construite comme un ouvrage d'ingénierie. Elle a été construite comme une opération politico-militaire à la veille d'une guerre, avec des fonds fédéraux et la perspective d'une rente de monopole selon le principe « faire maintenant, la qualité passe après ». Cette hypothèse a une conséquence vérifiable. Si la ligne a été montée à la hâte selon le principe du « pourvu qu'elle fonctionne », elle doit nécessairement être d'une qualité déplorable. Elle doit nécessairement se rompre, pourrir, tomber et exiger une reconstruction presque immédiate. Et savez-vous quoi? C'est exactement ce qui s'est produit. Après la jonction du chemin de fer, le 10 mai 1869, les lignes télégraphiques commencent à être massivement déplacées le long de l'emprise ferroviaire. La raison est simple et parfaitement concrète. Le long des rails, l'approvisionnement et les réparations deviennent peu coûteux. On peut acheminer les poteaux par wagon, envoyer une draisine de réparation, maintenir des stations dans les gares. Autrement dit, la première ligne, cette fameuse ligne héroïque de 1861, est assez rapidement doublée et déviée vers un autre emplacement. Le projet considéré comme un triomphe est, de fait, abandonné sur son tracé initial quelques années plus tard. Et c'est alors qu'entre en jeu ce que je considère comme le détail le plus puissant et le plus sous-estimé de toute cette histoire. Un poteau de bois planté en terre, pourri en 8 à 15 ans. Ce n'est pas une donnée contestable. C'est la durée de service normale du bois non traité en terre, telle qu'elle est consignée dans les ouvrages de référence professionnels de l'époque. 8 à 15 ans. Faites le compte. La ligne a été construite en 1861. Cela signifie qu'à la fin des années 1870, il n'en restait pratiquement plus rien au sens matériel. Les poteaux étaient tombés. Le fil avait été démonté, volé, récupéré pour des usages domestiques ou envoyé à la refonte. Les isolateurs s'étaient brisés ou avaient été dispersés entre les mains de particuliers. Nous parlons du plus grand chantier linéaire du continent à l'époque, et il n'en subsiste presque aucun élément d'origine à son emplacement. Voilà une sensation qui met réellement mal à l'aise, et elle ne nécessite pas la moindre invention. Le plus grand chantier de son époque n'a pas été effacé par un complot, un incendie ou un ordre. Il a été effacé par le temps lui-même, parce qu'il était fait de matériaux condamnés à disparaître. C'est un ouvrage conçu pour ne laisser aucune trace. Et remarquez à quel point cela est commode. Lorsqu'il s'agit d'une construction en pierre, vous pouvez vous en approcher et la toucher, mesurer un bloc, observer la trace d'un outil, débattre de la technique en regardant l'objet. Mais ici, il n'y a plus rien à débattre. L'objet n'existe pas. Il ne reste que le papier. Regardons maintenant le papier. Et ici encore, je serai d'une honnêteté absolue, car c'est précisément à cet endroit que la plupart des narrateurs commencent à mentir. Une part importante de la documentation primaire des compagnies télégraphiques du XIXe siècle ne nous est pas parvenue. C'est un fait. Les formulaires télégraphiques étaient détruits conformément aux règles ordinaires de conservation. On ne les conservait pas indéfiniment, ils n'avaient plus d'utilité après l'envoi. Une partie des archives d'entreprise a été perdue au fil des fusions et des changements de propriétaires. Et les fusions ont été très nombreuses dans ce secteur. Western Union a pris son nom en 1856, puis a absorbé pendant des décennies de petites compagnies. À chaque acquisition, une partie des documents était tout simplement jetée comme inutile. Il faut également mentionner la catastrophe de San Francisco de 1906. Le tremblement de terre et l'incendie ont détruit d'immenses ensembles de documents municipaux et commerciaux sur la côte ouest.
Il s'agit d'une perte documentée, connue de tout archiviste travaillant sur les fonds de cette région. Mais je dois m'arrêter ici et vous dire une chose que vous n'attendez peut-être pas d'un récit de ce genre. Je n'ai trouvé aucune preuve confirmée d'une destruction délibérée des plans et des registres télégraphiques eux-mêmes. Il n'existe aucune preuve documentaire d'une intention. Les lacunes sont un fait. L'intention qui les aurait provoquées n'est pas établie, et je ne vais pas vous la vendre. Car la véritable histoire ici paraît suffisamment étrange, même sans intention. L'étrangeté est la suivante. La longueur des lignes en milles est attestée de manière fiable. On comptait les milles parce que c'est aux milles que l'on payait et aux milles que l'on rendait des comptes à l'État. En revanche, il n'existe pas de décompte unitaire des poteaux dans une statistique unique et vérifiée. Je ne peux pas vous donner un chiffre unique et confirmé du nombre total de poteaux télégraphiques pour une année donnée, et personne ne le peut. C'est d'ailleurs de là que vient la légende des millions de poteaux apparus de nulle part. Ces millions ont bel et bien existé, mais il s'agit du total cumulé sur des décennies, durant la période allant approximativement de 1871 à 1900, lorsque le réseau se densifiait, que les lignes devenaient multifilaires et que le nombre de poteaux augmentait de façon vertigineuse. Rien qui se soit fait en une seule nuit. Aucun chantier instantané. Et pourtant, lorsque j'ai cessé de chercher un miracle dans les poteaux pour examiner la manière dont ce système s'est comporté par la suite, je suis tombé sur un cas qui a mis à mal toute ma logique. Un projet qui a été lancé, financé, déployé sur 2 continents, puis annulé presque instantanément. Le projet s'appelait Collins Overland. On l'appelle parfois le télégraphe russo-américain. L'idée était la suivante. Le câble atlantique ne fonctionnait pas. Les tentatives de 1857 et 58 s'étaient soldées par un échec. Le câble de 1858 avait fonctionné, puis était tombé en panne. La tentative de 1865 avait elle aussi échoué. Il était impossible de relier les continents par le fond de l'océan, et l'on ne savait absolument pas si cela réussirait un jour. C'est alors qu'un plan alternatif a vu le jour. Contourner l'océan par voie terrestre. Faire passer une ligne depuis la côte ouest des États-Unis vers le nord, à travers la Colombie-Britannique, puis à travers toute l'Alaska, franchir le détroit de Bering par un court tronçon, atteindre la Tchoukotka et poursuivre le fil à travers toute la Sibérie jusqu'à son raccordement au réseau russe. Arrêtez-vous un instant et représentez-vous physiquement ce tracé. L'Alaska, la Tchoukotka, la Sibérie, le pergélisol. Des territoires où la température descend à moins 40 degrés et au-delà, où il est impossible de creuser le sol pendant la moitié de l'année, où il n'y a ni route, ni port, ni population, ni vivres, où une erreur d'approvisionnement ne signifie pas un retard de calendrier, mais la mort d'une équipe. Et ce n'est pas une fantaisie de passionné. Le projet a réellement été lancé. Des hommes ont réellement débarqué sur les côtes, ont réellement transporté des matériaux, ont réellement commencé les travaux. Parallèlement du côté russe, un autre chantier grandiose était en cours. La ligne télégraphique sibérienne, partant de Saint-Pétersbourg vers l'est. Elle atteindra Vladivostok en 1871. C'est une ligne dont la longueur dépasse plusieurs fois celle de la ligne transcontinentale américaine. À travers la taïga, les marais, des régions où la densité de population est encore plus faible qu'au Nevada. Remarquez bien ce qui se produit ici. 2 pays totalement différents, dotés d'une organisation, d'une économie et d'une culture de gestion différentes, font la même chose au cours de la même décennie. Ils font passer du fil à travers des espaces vides à une vitesse folle et à un coût immense. Cela ne peut plus être une particularité américaine. Ce n'est pas l'esprit d'entreprise yankee. C'est un processus mondial
qui se déroulent simultanément aux extrémités opposées de la planète. Et voici maintenant ce qu'il y a de plus intéressant dans l'histoire du projet Collins-Overland. En 1866, un câble transatlantique permanent entre en service. Celui qui, enfin, tient bon. Et le projet est abandonné. On ne le réduit pas. On ne le met pas sous cocon. On ne le place pas en réserve. On l'abandonne. Un chantier immense, déployé sur 2 continents, avec des matériaux déjà acheminés, des hommes déjà sur le terrain et de l'argent déjà dépensé, devient inutile et cesse presque instantanément. C'est un exemple documenté extrêmement rare de l'annulation de programmes d'infrastructures gigantesques au moment où apparaît une solution moins coûteuse. Et ici, je veux que vous regardiez cela non pas avec les yeux d'un historien, mais avec ceux d'un ingénieur ou d'un gestionnaire. De quoi faut-il disposer pour travailler ainsi? Il faut être capable, en l'espace de quelques mois, de décider d'emprunter une route arctique, de trouver des financements, de conclure des accords avec 2 États étrangers, d'équiper des expéditions, puis, à la réception d'une seule nouvelle transmise par câble, de renoncer à tout cela sans agoniser, ni tenter de sauver les investissements engagés. C'est le comportement d'un système qui pense à l'échelle d'une stratégie mondiale, et non à celle d'un pays isolé, d'un système pour lequel un projet particulier est un consommable, et non un objet de fierté. Et revenez maintenant au poteau, à ces 40 000 perches de bois qui ont pourri en 15 ans. Elles commencent à paraître différentes, n'est-ce pas? Ce n'est pas un monument. C'est un composant jetable. Regardez comment l'ensemble s'articule. La première ligne est construite aussi vite que possible et au moindre coût, avec un matériau dont la durée de service dépasse à peine 10 ans. Après l'apparition du chemin de fer, elle est déplacée le long des rails, parce qu'il est moins coûteux de l'entretenir ainsi. L'ancien tracé disparaît tout simplement. Le projet de contournement arctique est annulé d'un seul coup, dès que le câble océanique donne des résultats. Les petites compagnies télégraphiques sont absorbées les unes après les autres, et leurs papiers se perdent lors des fusions. Pas un seul élément conçu pour durer. Pas une seule décision prise dans un souci de conservation. Tout ce système a été conçu pour être remplaçable. Et il a été remplacé. Réfléchissez-y. Nous parlons d'une époque qui nous a laissé des gares en pierre, des ponts en fonte, des quais en granit, des ouvrages qui tiennent depuis 1 siècle et demi et ne nécessitent qu'un coup de peinture. Les hommes du 19e siècle savaient parfaitement construire pour des siècles et le faisaient constamment lorsqu'ils le voulaient. Alors pourquoi le système nerveux du continent, une chose incomparablement plus importante que n'importe quelle gare, a-t-il été fait de bâtons? La réponse donnée par les manuels paraît raisonnable. Le bois est bon marché, disponible, facile à installer et facile à remplacer. Tout cela est vrai. Mais cette réponse a un double fond que très peu de gens perçoivent. Une infrastructure bon marché et jetable n'est pas avantageuse lorsque l'argent manque. Elle l'est lorsque vous savez que la technologie changera avant que le matériau ne s'use. Vous ne construisez pas pour un siècle si vous êtes certain que dans 20 ans, tout sera organisé autrement. Et d'où venait une telle certitude en 1861? Et c'est ici que nous arrivons à la question que je repousse depuis le début, la question des opérateurs. Vous vous souvenez de ce trou? Le fil, à lui seul, est inutile. Il faut des centaines de personnes capables de lire le code à l'oreille, de tenir un registre, d'entretenir les relais et les batteries. Un métier qui, au moment du chantier, existait à peine depuis 17 ans. J'ai cherché d'où venaient ces gens.
Et j'ai trouvé quelque chose à quoi je ne m'attendais pas. Car avec le fil, ce n'est pas seulement le fer qui se répandait à travers le continent. C'était aussi une norme commune, un code commun, un système d'écriture commun, un barème tarifaire commun, une procédure commune de tenue des registres, une terminologie commune, des manuels communs. 3200 kilomètres de fil en 3 mois et demi. Ce n'était pas la partie la plus rapide de l'opération. La partie la plus rapide était tout autre chose. Et lorsque vous comprendrez ce qui circulait exactement sur ces lignes au cours des premières années et comment cela a transformé l'organisation de toute la planète, la question des poteaux cessera totalement de vous intéresser. La réponse se trouve dans ce qui était transmis par ces fils et dans ce que cela coûtait. Le télégraphe est le premier système de communication de l'histoire où l'on paie au mot. Non pour une lettre, non pour un colis, non pour la distance en général, mais pour chaque mot pris séparément. Et cette simple décision commerciale a fait à la parole humaine ce qu'aucune réforme linguistique n'avait jamais fait. Les gens ont commencé à condenser leurs pensées, à supprimer tout ce pour quoi ils ne voulaient pas payer. Les formules de politesse, les mots introductifs, les réserves, les doutes, les nuances. Il ne resta que le noyau. Qui, où, quoi, quand, combien. Un style particulier est apparu, haché et impersonnel, dans lequel il est impossible d'exprimer une nuance, mais où il est tout aussi impossible de se tromper sur l'essentiel. Et maintenant, demandez-vous qui utilisait ce canal en priorité. Ni les amoureux, ni la famille. Les commerçants, les banques, l'armée, le gouvernement et les journaux. Les journaux sont le maillon essentiel. Avant le télégraphe, une nouvelle venue de l'autre bout du pays mettait des semaines à arriver, et chaque rédaction la recevait à sa manière, de ses propres sources, dans sa propre formulation. Avec le télégraphe, tout change. La nouvelle arrive par le fil, en une seule ligne, à la même heure, dans toutes les rédactions à la fois. Identique, mot pour mot. C'est ainsi que naît ce qui n'avait jamais existé auparavant. Une version unique des événements à l'échelle d'un continent entier. Autrefois, le pays se connaissait à travers des dizaines de récits différents. Désormais, il apprend ce qui le concerne d'une seule source, passée par un seul fil appartenant à une seule compagnie. À ce moment-là, Western Union rachète déjà méthodiquement ses concurrents depuis plusieurs années et en assemble un monopole. Non par malveillance, simplement parce qu'un réseau tend, par sa nature même, à devenir un réseau unique. Et c'est ici que je vais poser la question qui m'a moi-même mis mal à l'aise lorsque j'y suis arrivé. Tout ce que nous savons de la seconde moitié du XIXe siècle, du déroulement de la guerre de sécession, des prix, des élections, des catastrophes, des victoires et des défaites, d'où le savons-nous? Des journaux, des rapports, des dépêches. Or, une immense partie des journaux, rapports et dépêches de cette époque est arrivée par le fil. Autrement dit, elle est passée par une compression en quelques mots, par les mains d'un opérateur, par le règlement d'une compagnie, par la priorité dans la file d'attente, par la censure en temps de guerre. Et ce n'est qu'ensuite qu'elle s'est retrouvée sur le papier que l'historien tient aujourd'hui pour une source primaire. Nous ne lisons pas l'époque. Nous lisons ce que l'époque a eu le temps et jugé nécessaire de transmettre par un seul fil de fer. Et voici maintenant ce qu'il y a de plus désagréable. Où sont les télégrammes eux-mêmes? Où se trouve la couche primaire, ce million de formulaires originaux sur lesquels étaient consignés les véritables messages, et non leurs récits dans les journaux? Ils n'existent plus. Les formulaires étaient détruits conformément aux règles ordinaires de conservation. Ils n'avaient plus d'intérêt commercial après l'envoi, prenaient beaucoup de place, et les compagnies les jetaient. Ce n'est pas un complot.
c'est de la gestion administrative. Mais le résultat est exactement le même que s'il s'agissait d'un complot. La couche documentaire primaire de la première ère informationnelle de l'histoire humaine a presque entièrement disparu. Il reste la longueur des lignes en miles, parce que l'État payait les miles. Mais le contenu, ce qui était réellement transmis, qui écrivait à qui et à quel sujet, s'est évaporé conformément aux instructions. Ajoutez à cela les pertes lors des fusions de compagnies, ajoutez la catastrophe de San Francisco de 1906, qui a détruit des ensembles entiers de documents commerciaux de la côte ouest, et vous obtenez une situation dans laquelle le réseau qui a transformé la planète est moins bien documenté qu'un temple antique. Je ne peux pas prouver une intention. Je le dis honnêtement. Je n'ai trouvé aucune preuve de destruction délibérée des archives télégraphiques. Mais je peux signaler un fait qui ne requiert aucune intention et qui en devient d'autant plus inquiétant. Le système était conçu de telle manière qu'il s'oubliait automatiquement. Les poteaux pourrissaient en 10 ans. Les formulaires finissaient à la poubelle conformément au règlement. Les compagnies disparaissaient lors des absorptions. L'oubli était intégré à la structure. Et revenons maintenant aux opérateurs, à ces centaines de personnes qui sont apparues de nulle part, exactement au moment où le fil est arrivé sur place. J'ai cherché où ils avaient été formés, et voici le tableau qui s'est dessiné. Il existait des manuels de télégraphie. Il existait des guides sur l'installation et l'entretien des lignes, avec des normes concernant la longueur des poteaux, leur espacement et les sections de fil. Il existait une presse spécialisée où tout cela était discuté de manière professionnelle. Il existait des tableaux d'effectifs des compagnies. Autrement dit, en 1861, le monde disposait déjà d'un système sectoriel complet de formation des cadres et de normalisation qui fonctionnait plus vite que ne se construisaient les lignes elles-mêmes. Comprenez-vous ce que cela signifie? Le fil venait en second, la norme venait en premier. D'abord apparaissent un code unique, un alphabet unique, une procédure unique de tenue des registres, une terminologie unique, un manuel unique, une profession unique. Et ce n'est qu'ensuite que, sous cette norme déjà prête, on tend le fer à travers le désert en 3 mois et demi. C'est précisément pour cela que le chantier a été si rapide. Non parce qu'on aurait retrouvé une technologie de levage perdue, mais parce que la partie physique était la dernière opération, et la plus simple, d'un projet qui, à ce stade, était déjà entièrement décrit sur le papier. Les trous et les poteaux, c'est l'assemblage final. Tout le travail complexe avait été accompli à l'avance, dans les salles de classe et les rédactions des revues spécialisées. Et voici la conséquence principale vers laquelle je vous conduis depuis le début. Si la norme se diffuse plus vite que l'infrastructure, alors celui qui possède la norme possède le territoire, avant même que le premier ouvrier, muni d'une pelle, y arrive. Non par l'armée, non par l'argent, non par le drapeau, par la norme. Le fil d'Omaha à Carson City n'était pas un moyen de communication. C'était une manière d'établir sur un continent vide un protocole unique, une heure unique, un langage unique pour les messages, une liste unique de ce qui est considéré comme une nouvelle et une liste unique de ce qui n'en est pas une. Et cela explique le dernier détail qui était jusqu'ici resté en suspens. Vous vous souvenez de la ligne russe jusqu'à Vladivostok, achevée en 1871, et du projet arctique à travers l'Alaska et la Sibérie, annulé du jour au lendemain. Ce n'étaient pas des chantiers nationaux distincts. C'était une seule et même opération, menée depuis les 2 extrémités de la planète selon les mêmes règles.
Et celui qui l'avait conçu avait une raison de se presser. Une raison à laquelle les manuels ne consacrent pas une ligne. La raison est simple, et elle devient visible si l'on regroupe les dates non par pays, mais par décennie. 1844. Première ligne en service, longue de 60 km. 1856. Naissance du monopole. 1861. Le continent est traversé par le fil en une seule saison. 1866. Le câble permanent à travers l'océan entre en service. 1871. Le fil atteint Vladivostok. 27 ans. De 60 km à des continents reliés entre eux. 27 ans. C'est moins que la durée de vie d'un seul pont de pierre. Moins que le temps nécessaire à la construction d'une grande cathédrale de la même époque. Dans ce laps de temps, la planète est passée d'un ensemble de régions isolées, vivant selon des temporalités et des actualités différentes, à un espace informationnel unifié. Et celui qui faisait cela se hâtait pour une seule et unique raison. La fenêtre était ouverte. Tant que les territoires sont vides, tant que la densité de population est inférieure à 1 habitant par 1000 carrés, tant qu'il n'existe ni autorité locale, ni loi locale, ni propriétaires fonciers locaux, ni tribunaux locaux, on peut tendre le fil n'importe où et n'importe comment. Personne ne déposera de plainte. Personne n'exigera d'autorisation. Personne ne demandera pourquoi un poteau se trouve sur son terrain. 20 ans plus tard, le chemin de fer, les villes, les agriculteurs, les juristes et les municipalités arriveront. Et cette même ligne coûtera 10 fois plus cher et prendra 10 fois plus de temps. Voilà pourquoi 1861. Non pas parce qu'il le pouvait, mais parce que, plus tard, il n'aurait plus pu le faire. Et voici la conclusion à laquelle je suis finalement arrivé après avoir démonté cette histoire jusque dans ses fondations. Il n'y a aucun miracle dans les poteaux. 40 000 perches en bois, environ 6 000 tonnes de bois, de 500 à 900 tonnes de fil de fer, des centaines de chariots, des centaines d'hommes, 100 jours de travail, une cadence de 15 à 25 km par jour et par équipe. Tout cela se calcule sur le papier et concorde. Un poteau de 150 kg, on le dresse à 4. Nul besoin de grue. L'énigme n'était pas là où nous la cherchions. La véritable anomalie de 1861, c'est un niveau d'organisation que nous n'associons absolument pas à l'époque des cow-boys et des diligences. 2 équipes, séparées par 3000 km, sans aucune possibilité de communiquer rapidement l'une avec l'autre, se sont rencontrées dans la ville convenue presque jour pour jour. L'exploitation du bois dans une zone sans forêt, l'acheminement du fil depuis les usines de l'Est, l'eau pour les bœufs dans le désert, les vivres, les paiements, les accords avec les tribus sur toute la longueur du corridor. Tout cela avait été calculé à l'avance, parce qu'il était physiquement impossible de corriger les choses en cours de route. Nous regardons le 19e siècle et nous y voyons des chevaux et des revolvers. Or, il y avait là une machine logistique conçue avec une précision que nous n'attribuons qu'au XXe siècle. Et la seconde conclusion, plus dérangeante encore. Nous avons l'habitude de penser que l'on construit d'abord l'infrastructure, puis que les règles apparaissent. Ici, tout s'est passé à l'inverse. D'abord sont apparus le code, la norme, le manuel, le métier et une procédure unifiée de tenue des registres. Et ce n'est qu'ensuite que l'on a tendu le fer sur cette norme déjà prête. Le fil venait en second. Le continent n'a donc pas été conquis par les roues, ni par les baïonnettes. Il a été conquis par un protocole. Celui qui a défini le format du message a défini du même coup ce qu'il était possible de dire.
Le télégramme se payait au mot, et l'humanité a appris à retrancher de sa pensée tout ce pourquoi elle ne voulait pas payer. Le doute, la nuance, le contexte. Il ne restait que le noyau. Qui, où, quoi, combien. À partir de ce moment, la nouvelle a cessé d'être un récit pour devenir une ligne. Identique dans tous les journaux, à la même heure, dans tout le pays. Et voici la pensée finale, celle pour laquelle il valait la peine de creuser ce sujet. Il ne reste presque rien du plus grand chantier du continent. Les poteaux ont pourri en 8 à 15 ans. Le fil a été démonté. Après 1869, la ligne a été déplacée le long de la voie ferrée et l'ancien tracé a tout simplement disparu. Les formulaires télégraphiques, ces millions de véritables messages de l'époque, ont été détruits conformément aux règles ordinaires de conservation. Une partie des archives des compagnies s'est volatilisée lors des fusions. La catastrophe de San Francisco de 1906 a achevé de détruire les documents de la côte ouest. Je n'ai trouvé aucune preuve d'intention, et je ne vais pas en inventer. Mais cela ne change rien au résultat. Le système qui a transformé la planète davantage que n'importe quelle cathédrale ou forteresse s'est oublié lui-même automatiquement, conformément au règlement, sans que personne n'en ait donné l'ordre. L'oubli était intégré à la conception même. Et s'il vous faut une raison de vous inquiéter véritablement, la voici. Demandez-vous de quoi est faite l'infrastructure sur laquelle votre propre vie repose en ce moment même.